C'est parti. Alors, avant de démarrer et de vous proposer une vision du contenu, je tiens à souligner que c'est une action qui est réalisée dans le cadre du plan régional santé-environnement des Pays de la Loire, donc avec le soutien de l'État et plus spécifiquement de l'ADREAL et de l'Agence régionale de santé. Bien, on a 5 questions ce matin pour animer nos échanges et alimenter le contenu. On va tout d'abord poser la question de la santé-environnement, de quoi parle-t-on? Ensuite, on s'intéressera à la question des bénéfices et comment on peut les croiser avec les projets territoriaux de développement durable. Donc, un projet territorial de développement durable, c'est typiquement l'agenda 21 ou toute autre action finalement territoriale, transversale, voire sectorielle qui répond à une des finalités de développement durable. Donc, on voit bien que la santé et l'épanouissement des personnes, on voit bien qu'il y a des liens évidents avec le développement durable. Ensuite, on s'intéressera à voir les liens entre les politiques sectorielles menées par les collectivités et les problématiques de santé-environnement. Donc, que ce soit environnement, alimentation, urbanisme, mobilité, etc. Ça, on va passer beaucoup de temps sur cet aspect pour que vous puissiez bien voir les différents liens avec les différentes compétences que vous pouvez avoir. Et puis, dans une deuxième partie, on viendra spécifiquement aux enjeux et aux particularités des Pays de la Loire. Donc, on s'intéressera aux leviers et à travers le prisme notamment du plan régional santé-environnement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 intervenants ce matin. Donc, il y a Aurélien que vous voyez connecté depuis, je vais dire une connerie, je vais me gourer de ville. J'ai un trou de mémoire la semaine. Tu peux le remettre, Aurélien? Ouais. Depuis quand c'est depuis Dijon. Dijon, voilà, j'ai un peu peur hein, de planter. Donc, de Alter Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je laisserai tout à l'heure Aurélien se présenter et vous comprendrez pourquoi on a été chercher un intervenant à Dijon pour lancer le sujet. Et puis après, en duo, on a Gwenaëlle Hiver qui est à ma droite, donc qui est de l'Agence régionale santé-environnement, qui copilote le PRSE3 avec l'État et la région et qui est, on va dire, la référente, entre guillemets, hein, du comité 21 pour ces actions. Bien évidemment, on est en lien avec l'État et la région sur quand on parle du PRSE3. Et puis, bien sûr, moi-même, Alexandre Fleurdeau du comité 21 Grand Ouest. Je suis chargé de mission territoire durable. Je suis chargé de suivre notre collège de collectivités adhérentes, de leur proposer du conseil, une assistance pour leurs projets territoriaux de développement durable. Et j'anime aussi des groupes de travail en lien avec la transition et l'innovation territoriale et aussi sur la partie transition énergétique. Donc, comme j'ai laissé esquisser, on va passer la parole à Aurélien Trioux d'ici très peu de temps, qui va répondre aux 3 premières questions. Et puis nous, on va assurer la deuxième partie de la présentation ensuite. Et c'est le moment où il y a une manipulation technique. Je vais prendre la main, le diaporama. Aurélien, t'essayes en 25 minutes? Je vais essayer. Prendre la main, le diaporama. Aurélien, t'essayes en 25 minutes? Je vais essayer. Normalement, tout le monde voit le PowerPoint? Oui. Vous pouvez, même sur le chat, si vous voulez nous rassurer et nous dire que vous voyez bien le PowerPoint ou pas, qu'on soit certain d'avoir votre retour et de ne pas parler dans le vent. Ok. On passe à la première diapositive. Du coup, bonjour à tous. Sachez que c'est une première pour moi de faire cet exercice-là et ça me fait bizarre de faire une intervention assise, parce que j'ai plutôt l'habitude de faire des interventions debout et de bien bouger. Donc, je vais faire un exercice transportif, donc pas forcément bon pour ma santé, mais je vais rester assis. Donc voilà, je m'appelle effectivement Aurélien Trioux, je travaille pour une structure qui s'appelle Alter Bourgogne-Franche-Comté. Il n'existe pas de structure similaire, je dirais, chez vous, enfin en Pays de la Loire, parce qu'il y a le comité 21. Mais on est une structure qui est une association de loi 1901, qui a été créée à l'initiative de nos partenaires financiers habituels, donc ADEME, Région et Service de l'État, donc DREAL, à l'époque la DRIR. Ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. Et on travaille avec eux avec pour objectif 4 objectifs principaux. L'amélioration de la connaissance. Donc derrière, on entend la coordination d'observatoires, la mise à disposition d'informations sur les questions de qualité de l'air, sur la quantité de déchets ou des choses de ce type-là. On travaille à l'éclairage des enjeux également aussi, et puis on fait de l'information et de la sensibilisation. Dans les objectifs qu'on a, l'idée c'est d'arriver à créer une culture commune et partagée auprès de l'ensemble des acteurs de Bourgogne et de Franche-Comté,
et de favoriser justement un passage à l'action avec la mise en pratique du développement durable dans les politiques publiques des collectivités, mais aussi des associations, des administrations et des autres acteurs avec lesquels on travaille. Et après, on a aussi un rôle un peu de tête chercheuse, hein, où on essaye de trouver des sujets qui sont aujourd'hui pas forcément mis sur le devant de la scène, comme la question de la santé-environnement il y a quelques années, et de creuser ce sillon-là pour faire exister les enjeux et cette thématique dans les politiques publiques. On intervient effectivement dans beaucoup de nombreux domaines, hein, donc avec des entrées, on est l'agence du développement durable, mais avec une entrée environnementale principalement. Donc on intervient sur la question de biodiversité, de déchets, d'énergie, d'économie circulaire, de qualité de l'air, etc., etc. On intervient sur les questions de formation et d'éducation au développement durable. Et le troisième pilier, pour nous, est l'accompagnement des territoires dans leur démarche de développement durable. Donc il faut nous voir comme un centre de ressources, comme une plateforme de dialogue pour mettre en lien des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et ça a été notamment le cas sur les questions de santé-environnement. Et je reviendrai justement sur un petit historique. Donc normalement, tout le monde voit une diapositive avec l'historique de la santé-environnement à Alter Bourgogne, où je reviens à l'année 1998, donc il y a quand même déjà presque 20 ans, enfin il y a 20 ans, où lors d'une conférence régionale de santé consacrée aux questions d'inégalité en Bourgogne, parce qu'on n'avait pas encore fusionné, il y a cette question des inégalités face à certains indicateurs environnementaux qui a été vraiment mis sur le devant de la scène à ce moment-là. Ce qui nous a conduit à travailler avec l'ORS, donc l'Observatoire régional de santé bourguignon, en 2001, à la publication d'un repère coécrit qui s'appelait pas santé-environnement, mais environnement et santé, où justement ces questions d'interactivité entre les deux étaient déjà mentionnées et mises sur le devant de la scène avec une approche plus chiffrée. Alors vous voyez un gap entre 2001 et 2010, qui est dû au fait que cette thématique-là n'a pas eu de rebond à ce moment-là, parce qu'il y avait un contexte local qui n'était pas encore aussi prégnant sur la question de santé, jusqu'à ce qu'en 2010, il y a le PRSE, le plan régional santé-environnement numéro 2, qui soit élaboré à l'initiative de l'ARS, et dans lequel Alter s'est impliqué dans les groupes thématiques, notamment sur la qualité de l'air. Et dans ce cadre-là, on a travaillé notamment sur un projet qui s'appelait Bon Pied Bon Air, que vous voyez en 2012-2013, et qui avait pour objectif de travailler sur la surexposition des enfants aux problématiques de pollution atmosphérique, de mobilité réduite, on va dire, c'est-à-dire voilà, les enfants qui viennent en voiture à l'école, et de surpoids, d'obésité et de sécurité routière, voilà, aux abords de l'école. Donc on a fait ce travail-là. Donc, je ne rentrerai pas dedans, mais sur notre site internet, je vais vous envoyer le lien également aussi en même temps dans le chat pour que vous puissiez voir ça plus tard. Et on a également travaillé sur le changement climatique et la santé. Comment effectivement les deux commençaient à avoir des impacts sur ces questions-là. Là où les choses ont pris un envol, c'est en 2015, quand le PRSE 3 a été rédigé, où on nous a confié le pilotage de la rédaction de l'axe 5, qui était sur les dynamiques territoriales et la mise en synergie des acteurs, des différents acteurs sur ces questions. Alors, il faut savoir que dans le PNSE 3, justement, la question des dynamiques territoriales, voilà, entre le PNSE 1, le PNSE 2 et le PNSE 3, il y a une montée en puissance, et il y a une montée en puissance de la reconnaissance des acteurs déjà engagés sur différentes questions, et sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire en sorte que les questions de santé-environnement soient plus pris en compte. Donc nous, on a travaillé effectivement aux côtés de l'ARS pour animer les débats autour de cet axe 5. Et en parallèle, dans le cadre de mon travail habituel à l'agence, j'animais le réseau des territoires durables de Bourgogne-Franche-Comté, notamment les territoires engagés dans les démarches d'agenda maté. Tous les ans, on choisissait une thématique pour l'approfondir. Donc on a choisi la place des acteurs économiques. On avait travaillé notamment avec le comité 21 à cette époque-là, il y a quelques années. On a travaillé sur la dimension internationale, donc là, c'était plutôt en écho à Rio 2012. Et cette année-là, on a choisi la thématique de la santé-environnement pour travailler en parallèle avec l'ARS sur cette question-là. Et donc, du coup, on a fait un travail d'introspection dans les territoires sur quelle était la place de la santé-environnement dans les politiques territoriales de développement durable. Donc, on a fait des focus sur un territoire et ça a donné lieu, du coup, à un compte-rendu de stage qui est accessible sur notre site internet. On a réalisé des films de sensibilisation, mais j'y reviendrai plus tard. On a travaillé sur un argumentaire
hop, que je vous présente également aussi ici. Voilà, je me mette face à la webcam qui est également disponible sur notre site internet. Et enfin, cette année, on a diffusé, voilà, ça vient juste de sortir, un magazine qui s'appelle Repère. Donc, c'est 20 ans plus tard, entre guillemets, on ressort un repère santé-environnement où on dit des choses différentes, mais on dit aussi pas mal de choses qu'on connaissait déjà il y a 20 ans. Aurélien, je Voilà. me suis permis à la toute fin de la présentation de mettre un lien vers votre espace ressources où on retrouve toutes ces documentations très intéressantes. Et c'était effectivement important de comprendre d'où tu parles et d'où l'historique. Et du coup, je me permets de te dire juste qu'il reste 20 minutes. D'accord, ok. Je mets le lien, voilà, vers la page ressources. Je repars sur la présentation. Donc, santé-environnement, de quoi on parle? Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la santé-environnement, on a l'impression que c'est un concept un peu nouveau. Effectivement, on en parle beaucoup actuellement, mais quand on regarde ce qui a été dit par Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ, il définissait déjà ce que c'était que la santé-environnement. Donc, je vous laisse prendre connaissance de cette définition. Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Donc, déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate avait défini ce que c'était que la santé-environnement au sens large. C'est-à-dire que quand on parle santé-environnement, on ne parle pas uniquement environnement au sens environnement, les petits oiseaux, etc., la nature et tout ça, mais on parle vraiment environnement de vie, donc environnement avec un S. Et on arrive à la notion de déterminant de santé qui est apparue à la fin du XXe siècle par l'OMS, entre autres, et qui vient effectivement mettre en avant cette notion de déterminant de santé que vous voyez ici, donc sur le PowerPoint, avec une notion de déterminant de santé qui ne s'arrête pas à votre cadre de vie habituel, mais qui comporte tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire effectivement ce que vous mangez, où vous vivez, mais aussi dans quelle maison vous vivez, dans quel village vous vivez, dans quel contexte économique vous vivez, dans quel contexte politique, etc. Et vos accès à la santé, vos accès à des milieux de garde pour les enfants, etc. Vraiment tout cet écosystème qui vous entoure. On a souvent la sensation que les questions de santé, elles sont issues, enfin, quand on estime effectivement que la détermination de notre santé, généralement, est conditionnée à notre système de soins. Or, quand on regarde les chiffres, et j'attire notamment l'attention de ceux qui portent des agendas 21 ou qui portaient des agendas 21, dans le document du ministère en 2006 sur ce que c'était qu'un projet territorial de développement durable agenda 21, il y avait déjà cette notion-là de la place de la santé dans les projets territoriaux. Et vous voyez les chiffres à l'écran. Hein. Aujourd'hui, votre état de santé, il est déterminé à 55% par les conditions socio-économiques, donc ce qui vous entoure au quotidien, plus à 25% les facteurs environnementaux, donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le climat, etc., qui vous entourent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% de la santé des gens dépend des déterminants de santé au sens large du terme, et après, seulement pour 15%, le système de soins interagit. Et l'historique, votre patrimoine génétique, n'intervient que pour 5%. Il faut comparer ces chiffres avec ce que vous avez en bas de l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, au niveau européen, on est le 3e pays à investir dans un budget santé. Mais quand on regarde le ratio entre la prévention et le curatif, on est le 24e pays européen sur 27 en termes de fléchage des investissements qu'on fait sur la santé. Donc on dépense aujourd'hui 90% dans le système de soins et 10% dans le préventif. Je reviens aussi sur cette notion de déterminant de santé. Donc on peut avoir cette définition de déterminant de santé à un instant T, donc là c'est les différentes bulles que vous voyez, mais on a aussi la notion de déterminant de santé dans le temps, avec la notion d'exposome. Donc c'est la définition que vous avez en haut à droite, qui a été introduite il n'y a pas si longtemps que ça dans les textes législatifs. Si je reprends la définition, voilà, c'est dans la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, où la notion d'exposome apparaît, et il faut entendre par notion d'exposome la totalité des expositions que vous avez au cours de votre vie. Dès que vous êtes dans le ventre de votre mère, donc ce qu'elle mange, ce qu'elle respire, ce qu'elle boit, donc si elle fume, etc., sont des choses qui vont impacter sur votre santé. Et puis au fur et à mesure de votre vie, tout ce que vous allez accumuler, je dirais, va à un moment ou à un autre peut-être déclencher des trucs en termes de santé chez vous. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que les politiques de santé et les politiques de développement durable ont longtemps évolué de manière un peu parallèle, mais depuis très peu de temps, se croisent et se complètent. Alors, je ne vais pas vous faire un peu un historique de tout ce que vous voyez là, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parlait de développement durable, on parlait déjà de santé. Donc, je reviens sur le texte de
de Rio en 92, donc la Bible du développement durable pour la majorité des personnes, il y avait déjà un volet santé sur la question de la protection et de la promotion de la santé auprès des différentes personnes qui s'intéressaient à ça. Quand on regarde le texte de Rio en 2012, là, il y a une bascule qui est intéressante qui dit que la santé est à la fois une condition préalable et un indicateur des 3 volets du développement durable. Donc, on voit que la dimension de la santé prend la notion d'un filtre un peu global sur la question du développement durable. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable, on parle souvent d'indicateurs un peu parfois sectoriels, et on voit que la santé peut se positionner comme étant un indicateur universel sur ces questions-là. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ça. C'est-à-dire que en 2015, on a beaucoup parlé de la COP 21 qui s'est déroulée à Paris, mais quand on regarde la COP, on est uniquement sur des accords climatiques, donc majoritairement sur les questions de gaz à effet de serre. Mais en parallèle de ça, à New York, il y a eu l'OMD, donc les OMD, donc les OMD, donc les objectifs du millénaire pour le développement, qui sont devenus les ODD, les objectifs de développement durable. Et donc, du coup, c'est vraiment une convergence entre ce qui s'est passé sur les questions de développement durable et sur les questions plutôt de santé, d'éducation, enfin de société au sens large, qui se sont vraiment croisées en 2015 et qui ont été validées 2 mois avant la COP 21 et qui se déclinent en 17 objectifs de développement durable. Et dans ces 17 objectifs, il y en a un qui s'appelle, je l'ai perdu en tant que tel, voilà, bonne santé et bien-être, et qui se décline de cette manière-là. Donc, derrière chacun des indicateurs des ODD, vous avez des sous-objectifs, etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le travail qui a été fait par l'OMS, qui a créé une roue des ODD, que vous voyez là, et qui a pour objectif de démontrer que la santé, vous pouvez la trouver dans chacun des 17 objectifs de développement durable, enfin des 16 autres objectifs de développement durable. Et donc, dans le visuel que vous avez là, bon, qui est illisible forcément en projection de ce type-là, mais vous avez comment la question de la santé trouve sa place dans l'objectif fin zéro, sur la question d'égalité hommes-femmes, sur la question de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable, sur les questions d'éducation, la ville durable, les déchets, etc. Il y a vraiment un travail qui a été fait pour démontrer que la santé était vraiment quelque chose d'universel, de transversal et quelque chose d'appropriable à chacun, peu importe sa porte d'entrée thématique qu'il pouvait avoir. La deuxième chose que vous voyez, donc c'est le petit cadre bleu que vous avez en dessous, c'est l'OMS qui a continué de se réunir, donc c'est la COP de l'OMS tous les ans. Donc en 2016, ils se sont réunis à Shanghai, donc après la COP 21, après la création des ODD, et ils ont fait cette déclaration de Shanghai. Et dans cette déclaration de Shanghai, ils mettent en avant le fait que eux, acteurs de la santé, il est indispensable de promouvoir la santé au travers de l'ensemble des ODD. Et ils ont aussi conscience de leur capacité à pouvoir agir sur l'ensemble des déterminants de santé. Donc, vraiment au sens large de tout ce qui peut être fait. La déclaration de Shanghai, quand on regarde aussi dans le détail, elle repose sur 14 engagements qui sont donc déclinés dans trois priorités. La bonne gouvernance qui est cruciale pour la santé, les villes et les communautés qui sont des contextes déterminants pour la santé, et l'éducation sanitaire qui favorise et stimule l'équité. Là, je suis allé chercher le focus de la priorité numéro 2, donc sur la question de la ville et des communautés. Et on voit bien au travers du premier paragraphe, donc la santé est le produit de la vie quotidienne. Elle est déterminée par les quartiers et les communautés où les gens vivent, s'aiment, travaillent, font leurs achats et laissent leurs enfants jouer. La santé est l'un des meilleurs indicateurs de l'atteinte des objectifs de développement durable par les villes et contribue à rendre les villes inclusives, sûres, résilientes pour l'ensemble des populations. Donc on voit bien aujourd'hui de la part des acteurs de la santé qui se sont totalement appropriés les questions de développement durable, qui voient vraiment la complémentarité entre les deux et qu'ils peuvent agir aux côtés des villes, entre guillemets, sur ces questions-là. Alors, il existe un réseau des villes durables, des villes qui sont déjà engagées dans ces questions-là depuis longtemps, mais ce qui est également mis en avant, c'est que voilà, toutes les communautés, peu importe leur taille, peuvent agir sur ces questions-là. C'est du réseau des villes durables au réseau des villes. Ça a coupé, pardon, excuse-moi, tu peux répéter?
Je disais, tu as parlé du réseau des villes. Alors, Oui. c'est bien noté. Tu pensais au réseau des villes santé? Oui, c'est les villes santé. Ouais. Oui, pardon, j'ai dit villes durables. Excusez-moi. Ouais. On aura un témoignage de Nantes à la deuxième webconférence qui fait partie de ce réseau-là, donc on pourra approfondir. Et excuse-moi, je me permets aussi de rajouter que les objectifs de développement durable sont en train de devenir une boussole qui prend du temps de l'appropriation partout. Mais quand on voit que des acteurs économiques, des entreprises, des collectivités et autres s'en saisissent progressivement. Et donc, retenez bien que les ODD, si vous n'en aviez pas entendu parler, c'est quelque chose dont vous allez continuer à en entendre parler. D'ailleurs, il y a un tour des ODD de France qui est organisé par le comité 21 où c'est intéressant que vous y participiez. Exactement, et je suis en charge un jour de l'organiser dans le Grand Ouest, mais pour l'instant, c'est pas sur mon plan de charge immédiat. Donc, je continue par rapport à ça. Aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de quel bénéfice pour les projets territoriaux de développement durable d'aborder cette question-là. La première des choses qu'on met en avant aujourd'hui par rapport à cette question de la santé, c'est qu'aujourd'hui, la santé, le public, le citoyen est assez captif par rapport à cette problématique-là. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus concret, c'est plus palpable, il voit plus facilement son intérêt. Et donc, du coup, travailler à une porte d'entrée sur les questions de santé dans le développement durable, ça permet de mobiliser, voire de remobiliser des acteurs sur d'autres questions que les gaz à effet de serre, où on a du mal à... Pourquoi agir ici sur les gaz à effet de serre alors que... Enfin, voilà. Et donc, du coup, la question de santé, des fois, ça peut être un vrai plus pour remobiliser ou mobiliser. Alors, quand je dis santé, ça peut être aussi des questions de bien-être, parce qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits, notamment avec un outil qui s'appelle la démarche Spirale, donc c'est un outil de l'Europe, qui permet de réinterroger le bien-être des citoyens, et on voit effectivement apparaître la question de la santé dedans. Alors, un peu timé par rapport à tout ça, dans le sens où aujourd'hui, globalement, la question de la santé n'est pas une compétence de la part des collectivités. Et donc, du coup, elles ont plutôt des compétences d'hygiène, de salubrité, mais pas forcément de santé en tant que telle. Donc, pour elles, l'appropriation de la santé dans les politiques publiques peut poser question. Et pourtant, on regarde des politiques d'aménagement, des politiques d'habitat, des politiques de gestion de l'eau, des politiques de cohésion sociale, d'équipements sportifs, etc., etc. Au quotidien, les collectivités, par leur choix, ont des impacts positifs ou négatifs sur ces questions de santé et de déterminants de santé, donc des environnements de vie qu'elles façonnent pour les habitants des villes. Elles ont donc une capacité à agir favorablement ou défavorablement qu'elles n'ont pas forcément toutes encore aujourd'hui en fait. Et je vais vous prendre un exemple que je vais vous envoyer également par mail, parce que je suppose que vous n'allez pas le voir là. Je suis en train de faire la petite manip pour vous envoyer le lien. Voilà, vous avez le lien. Mais il y a quelques temps, j'ai travaillé sur ce visuel-là, qui a été un travail visant à croiser les différents outils qui existaient au service des territoires. Et les flèches que vous voyez, c'est les connexions au regard de la... C'est pas dans le repère. C'est pas dans le repère que vous êtes en train de visualiser. C'est un autre repère, donc qui est les politiques publiques, et celui-ci. Je vous ai envoyé le lien. Les politiques publiques de développement durable. Et l'idée était de démontrer qu'il y a différents outils, donc les PDU, les PLH, les stratégies régionales, etc., etc., qui sont connectés au regard de la loi par des articles des codes de l'environnement, des codes de l'urbanisme. Et vous voyez apparaître deux outils qui sont entourés, donc le CLS dont je reparlerai tout à l'heure, qui est le contrat local de santé, et le PRSE. Et au regard de la loi aujourd'hui, rien n'oblige dans les collectivités à croiser, par exemple, un contrat local de santé ou un PRSE avec des outils d'urbanisme ou des outils de stratégie régionale. Donc on voit bien aujourd'hui encore que la question de santé est assez peu, assez peu présente dans les politiques publiques et en termes de connexion et d'obligation d'intégrer ces enjeux-là au quotidien. Je reprends la main, du coup, tu me la repasses. Je te la renvoie, mais je me suis aussi noté de mettre ça dans les ressources à diffuser après. Sachant que sur le contrat local de santé, on en parlera nous aussi avec un focus Pays de la Loire, donc tu pourras aller un petit peu plus. Je vais aller très vite dessus, ouais. Parce que je sais qu'il me reste plus qu'un quart d'heure à peu près. Combien t'as dit? Un petit quart d'heure. Ouais, plutôt un petit 10 minutes. Ouais, oui. Mais ça dépend.
le contenu de l'intervention est très intéressant et je pense que ça répond aux attentes des participants. Donc, prends le temps qu'il faut et peut-être on aura un petit peu moins de temps pour les échanges. Et si ce que je propose là convient pas aux participants, évidemment, signalez-le via le chat ou pas, mais on est quand même avant tout là pour, je pense, avoir du contenu intéressant. Alors, je te renvoie la main, hop, désigné comme présentateur. Normalement, Ben, c'est je reparti. reprends. Fenêtre, Diaporama. Hop, normalement c'est reparti, tout le monde a. Que les collectivités, dans le cadre du réseau des territoires durables, par leurs engagements en faveur du développement durable, agissaient sur la question de préservation de l'environnement, du social, etc., mais qu'indirectement, ils avaient un impact positif ou un minimum neutre sur les questions de santé et environnement. Mais que ces actions-là, elles n'étaient jamais faites avec une porte d'entrée santé, avec un filtre santé. Alors, je vous ai mis un exemple, par exemple, hein, tout ce qu'on retrouve dans notamment les quartiers prioritaires de la ville où on crée des jardins en pied d'immeuble. Aujourd'hui, ces jardins en pied d'immeuble, ils ne sont pas comment dire, valorisés sur ces questions de santé et environnement. Donc, on dit, voilà, ça apporte du lien social, les gens sont reconnectés à la nature, etc. Mais la question de l'accès à un espace vert qui améliore le bien-être, l'accès à un espace comment dire, un peu vert dans lequel ils peuvent pratiquer une activité physique ou voire même consommer des légumes de saison, des légumes sains qui n'ont pas été traités, qui sont produits, etc. Ces questions de santé et environnement, dans l'action qui a été portée par les collectivités, n'est pas valorisée. Et donc, du coup, le plus gros des bénéfices aujourd'hui, c'est la remobilisation que je disais tout à l'heure. On reconnecte le citoyen aux questions de développement durable avec une entrée santé, mais c'est aussi réussir à étoffer son argumentaire quand on travaille sur la question de développement durable en disant, ben voilà, quand on fait ça, ça intervient sur ça, 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 et côté santé, ça favorise tout ça. Et donc, on a essayé de travailler là-dessus dans notre réseau des territoires durables, donc, ce que je disais tout à l'heure au niveau des thématiques qu'on avait choisies. Et en 2016, quand on a travaillé là-dessus, on était aussi dans une année de préfiguration d'une fusion des deux régions Bourgogne et Franche-Comté. Donc, au lieu de faire des réunions régionales, on est parti sur des réunions interdépartementales. Et donc, on a fait 2 séries de 4 réunions. Donc, vous pourrez le voir dans les films qu'on a tournés aussi, avec l'idée qui était de favoriser une culture commune dans ces réunions-là. Donc, on a croisé des acteurs territoriaux, on a croisé des associations, on a croisé des acteurs de la santé, notamment les IREPS, ARS, ORS, pour qu'ils puissent se présenter auprès des territoires qui étaient engagés dans des démarches de développement durable et qui ne se connaissaient pas forcément. Donc, un enjeu d'appropriation et de culture commune, un enjeu d'appropriation des réflexions qui étaient menées en parallèle par le PRSE3, et un enjeu d'appropriation et de participation au PRS3 dans le sens où on les a consultés sur des fiches actions qui avaient été envisagées d'être intégrées dans le PRS3 et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et pour faire ce travail-là, on a fait donc différents travaux, mais en gros, on est parti de feuille blanche, on leur a demandé de nous définir ce que c'était que la santé environnement pour eux, croiser tout ça. Et là, je vous montre un autre travail qu'on a pu faire avec eux, donc pareil dans différentes salles. Donc ça, c'est la visuelle que vous voyez, c'est ce qui a été fait dans une des salles. Et l'idée était de démontrer que peu importe l'outil avec lequel ils travaillaient, que ce soit un plan climat, un contrat local de santé, une démarche Synergie, une démarche TPOST, FCV, Agenda 21, plan de déplacement entreprise, etc., etc., de les croiser avec différentes thématiques sur l'eau, l'air, le climat, le lien social, les déchets et tout ça. On leur a demandé, dans votre plan d'action, qui est-ce qui aujourd'hui contribue à la santé? Et vous voyez là un visuel qui a été rempli et qui avait pour objectif de démontrer que la question de la santé était déjà présente, peu importe l'outil, et dans toutes les thématiques qui pouvaient être liées aux questions de santé et environnement. Donc, l'idée était d'arriver à mettre en exergue que dans leur plan d'action, ils faisaient déjà des choses sur les questions de santé et environnement, qu'ils n'en avaient pas conscience, et que ce qu'ils faisaient avait des impacts positifs. Et donc, du coup, ils sont repartis en se disant,
j'ai un nouvel argumentaire à diffuser auprès de mes habitants en disant bah, tout ce qu'on fait, on le fait pour le développement durable, mais dans le développement durable, il y a la santé. Et sachez que la santé, ça vous est profitable à vous plutôt que le gaz à effet de serre qui est profitable à la planète et dont les retombées, elles sont assez peu comment dire, palpables dès le lendemain. Alors, de tout ça, on en a tiré 2 films. Donc, je vais vous envoyer également les liens qui sont ici, notamment un film. On a fait 2 films. On en a fait un avec une entrée qui était plutôt généraliste. Qu'est-ce que c'est que la santé-environnement? Où on a posé à nos intervenants différentes questions. Qu'est-ce que c'est pour vous la santé-environnement? Qu'est-ce que l'approche santé-environnement vous a apporté? Quelles sont les préoccupations par rapport à ça dans vos territoires? Comment agissez-vous au quotidien? Et quels sont vos besoins pour aller plus loin? Donc, il y a 2 films de 11 minutes aujourd'hui qui nous servent de support pédagogique pour pouvoir essayer de faire parler les pairs aux pairs sur les questions de territoire. Et donc, là, je vous ai mis quelques verbatims de choses qui sont dites dans les 2 films. Donc, il y a un film, effectivement, je disais qu'il y avait une entrée un peu généraliste. Et le deuxième film, on l'a voulu avec une entrée économique. Donc, qui met justement la connexion entre comment croiser économie et santé, comment la santé peut être positive pour l'économie et inversement sur ces questions-là. Et dans les témoignages, on a des paroles d'élus comme des paroles de techniciens, majoritairement de collectivités bourguignonnes et pas forcément de… Enfin, c'est des collectivités bourguignonnes qui parlent, ce n'est pas les acteurs de la santé, donc ce n'est pas l'IREPS, l'ORS, etc. qui témoignent. Et il y a de l'urbain, du rural, de la commune, de la toute petite commune, comme des grosses agglomérations qui parlent de tout ça. Donc, notamment Besançon, par exemple, qui parle de ça. Aurélien, je suis désolé. Oui. Ça coupe, excuse-moi. Oui, je suis désolé, il te reste vraiment que 5 minutes. Et j'insiste sur le vraiment. Oui, ok, il n'y a pas de souci. J'accélère alors. Je reprends. Hop, voilà. Donc, en gros, très rapidement aussi, alors, on m'a demandé de vous détailler un petit peu quel lien il existait avec les différentes politiques sectorielles des collectivités. Donc, ce qu'on a essayé de démontrer au travers de ce visuel-là que vous retrouvez dans le repère, c'est que les polluants chimiques sont partout dans le quotidien des habitants, que ce soit dans les activités professionnelles, mais aussi au quotidien, à l'école, dans les transports, etc., etc. Et que tout ça, en réalité, c'est des compétences sur lesquelles les collectivités peuvent agir. Si on fait un zoom sur l'urbanisme, très rapide, j'ai bien noté ça, vous voyez qu'au 19e siècle, quand on a commencé à travailler sur la question de santé et urbanisme, on a eu une entrée très hygiénique. C'est-à-dire que, si je prends Haussmann, on a détruit quelques bâtiments sur Paris pour assainir la ville, créer des grandes allées et puis évacuer, on va dire, tout ce qui était polluant dans les villes pour favoriser une santé et l'évacuation des miasmes et de la salubrité. On a eu une deuxième époque où là, il y a une première vision qui s'est implantée, qui est pour les urbanistes ce qu'on appelle la charte d'Athènes, c'est-à-dire une ville fonctionnelle qu'on a divisée. On travaille de ce côté-là, les loisirs, c'est à tel endroit dans la ville, et on se loge comme ça. Donc, ça a été une école qui a créé d'autres facteurs secondaires un peu négatifs pour la ville, et ce qui a conduit à avoir la charte d'Alborg, qui est l'opposé même, l'anti-charte d'Athènes, où là, c'était l'intégration de la notion de ville durable, où on a commencé à voir comment on pouvait planifier la ville avec une certaine mixité fonctionnelle. Et enfin, fin 20e, donc là, on a vraiment été dans l'âge mûr, je dirais, de la ville durable, où on a commencé à travailler donc, sur ces rapprochements entre développement durable et urbanisme, mais aussi à essayer de répondre à des problématiques de nouvelles épidémies qu'on voit apparaître, qui n'ont plus des épidémies liées à des virus, etc., mais liées à des maladies non transmissibles, maladies chroniques, et notamment, par exemple, sur les questions de déplacement. On a fait en sorte que les gens puissent se déplacer autrement qu'en toute voiture, mais notamment les modes doux. Alors, voilà, j'avais 2 photos. La première, c'est la première, c'est à Paris, comment nettoyer les caniveaux à l'époque. C'est un petit clin d'œil. Et puis là, c'est le parc d'Arcy à Dijon. Donc, c'est l'époque aussi de Haussmann où on a commencé à créer des espaces verts, des espaces récréatifs dans les grandes villes. Et c'est notamment aussi Central Park à New York qui a été construit à la même époque. Alors, sur le focus urbanisme, donc là, très rapidement aussi, je vous mentionne une interview d'Adrial que vous pouvez également retrouver dans notre publication repère sur les questions de santé et environnement, qui met en avant comment, au travers de
une diversité d'outils d'urbanisme, on peut agir sur les questions de santé et environnement. Donc, au sens large, sur les SCOT, donc sur les politiques de transport notamment et d'accès aux soins. Et puis, à l'échelle plus locale, donc dans les documents type PLU, PLUI, où on peut effectivement inclure ces questions de santé et environnement, même si ce n'est pas forcément obligatoire. Et par contre, s'il y a des personnes de l'État qui m'écoutent, je souhaite mentionner aussi que dans les portées à connaissance qu'ils font, ils peuvent également soulever ces questions de santé et environnement, interroger les collectivités sur ces questions-là. Donc, dans ce cadre-là… Pardon, mais dans notre région, développer un outil spécifique avec les services de l'État sur l'intégration des enjeux de santé dans les PLU et SCOT, justement. Okay. Donc, on est aussi partagé. Oui, parce qu'il y a des portées à connaissance de la part des ARS aussi, ce n'est pas que les DDT qui portent effectivement à connaissance. Les contributeurs. Il existe un outil qui s'appelle l'EIS. Donc, en gros, l'EIS, pour faire très simple, c'est une paire de lunettes que vous pouvez mettre pour regarder un projet, une action, un document d'urbanisme et améliorer ce projet-là en favorisant l'intégration de la santé. Après, vous avez l'évaluation environnementale qui aujourd'hui comporte un volet santé et qui peut être interrogé aussi sur ces questions-là. Et enfin, très rapidement, la démarche écoquartier, le label écoquartier, qui, au travers de ces 20 engagements, croise les différentes thématiques santé. Ce qu'il faut voir au travers de tout ça aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais du citoyen qui était sensible à ces questions-là. Que vous soyez sur une échelle de SCOT ou une échelle locale type écoquartier, ces questions de santé, ces questions de participation citoyenne, vous pouvez les intégrer et vous pouvez interroger les habitants sur ces questions-là. Donc, que ce soit via des consultations, des enquêtes publiques, ou via des réunions publiques, des ateliers partagés, des ateliers de travail, des chantiers participatifs sur ça. Si je fais un focus santé dans les politiques qui sont portées par les collectivités, très rapidement, c'est très très schématique, j'ai pris 3 entrées. Dans les politiques de la ville, donc surtout sur les quartiers prioritaires, il y a des ASV, donc des ateliers santé-ville qui ont été développés, qui favorisent des collectifs de citoyens qui travaillent sur ces questions-là. Alors, auparavant, ces ASV avaient une porte d'entrée plutôt promotion, prévention, sur les questions de santé, notamment sur les pratiques addictives et autres. Et de plus en plus, la question de la santé et environnement, donc la qualité de l'air intérieur par exemple, est intégrée dans ces outils-là. Sur le plan climat, air, énergie territoriale, avant c'était PCET, aujourd'hui c'est devenu PCAET, et on voit bien que la question de l'intégration de l'air dans ces documents-là vient vraiment réinterpeller la question de la santé publique dans les documents d'urbanisme, dans les documents portés par les collectivités. Et à une échelle plus large également aussi, dans les politiques territoriales, donc vous avez ce qu'on appelle les PETR, les PI, qui sont aujourd'hui des structures qui sont celles qui plus facilement portent des contrats locaux de santé. Donc là, je laisserai effectivement l'ARS et puis le comité 21 revenir sur cette notion de CLS, mais sachez que dedans, il y a un volet santé-environnement qui est de plus en plus présent aussi, qui est abordé de plus en plus de manière importante. Et enfin, très rapidement, que ce soit la gestion des espaces verts, de l'eau potable, des rivières, l'éducation, etc., dans ces politiques sectorielles, il y a la question de la santé qui est là également aussi. Et je vous ai mis en photo notamment le passage en gestion différenciée des cimetières ou des espaces communs qui sont aussi des lieux où la question de la santé-environnement est incluse. Et enfin, pour essayer de tenir les délais, une dernière diapositive avec plutôt une approche sur la question de la transversalité. On a très souvent l'habitude aujourd'hui de travailler en silo. Et donc là, j'ai essayé de vous démontrer comment, en connectant la santé aux différentes autres thématiques, on pouvait favoriser un décloisonnement, permettre d'associer différents métiers et comment l'économie contribue à la santé, comment le logement contribue à la santé, comment les questions d'environnement contribuent à la santé. Donc vraiment, comment chacune des thématiques peut contribuer à la santé. Et tout ça, au final, l'idée, c'est de réussir à associer différents métiers, réussir à associer différentes ressources nécessaires, réussir à construire une culture commune et surtout réussir à démultiplier les résultats. Je vais reprendre un dernier exemple aujourd'hui. Quelle est la ville ou la collectivité qui a construit une piste cyclable avec des fonds santé? Très souvent, on est sur des fonds climat, on est sur des fonds urbanisme pour favoriser la pratique du sport, assainir l'air, etc. Mais très peu souvent, les pistes cyclables ont été financées et pensées par des acteurs de la santé, mais plus par des acteurs de l'urbanisme en termes de transport dans les collectivités. Je m'arrête là, sinon je vais me faire disputer. Voilà. Entendu, merci beaucoup Aurélien ouais. pour cette présentation qui pose vraiment bien le sujet et toutes les interactions qu'il y a finalement entre
multiples domaines d'action des collectivités territoriales et les finalités de développement durable. On va poursuivre, je vais récupérer la main et on va poursuivre la présentation et on gardera un quart d'heure d'échange à la fin avec les participants. Je vois d'ailleurs qu'à travers le chat, tu as un certain nombre de remerciements. Donc, preuve en est que c'était très intéressant en plus de ce que nous, on a pu en penser de notre côté. Et alors, je suis incapable de parler et de faire un truc à la fois. Donc, oui, du coup, je laisse voilà, Gwenaëlle Hiver de l'ARS réagir le temps que je mette la diapositive suivante. En réaction ou complément à votre intervention, j'ai noté quelques petites remarques au fil de votre présentation. Sur votre présentation des déterminants de la santé, c'est vrai que souvent sur les schémas, on fait figurer une place importante aux comportements favorables ou non à la santé, notamment les comportements à risque, fumer, la consommation de tabac, alcool, la sédentarité. Et là, c'est vrai que vous, dans votre présentation, vous reportez davantage sur l'interaction avec, de l'environnement institutionnel, organisationnel de notre vie, qui influe également sur ces comportements. Donc, c'est vrai que ça présente la complexité, mais ça efface. Vous avez bien illustré le fait que parfois la compétence des collectivités est discutée et en même temps, à partir du moment où on partage une définition de la santé très large, où d'ailleurs le débat entre santé et bien-être du coup devient un petit peu ténu, ça fait depuis très longtemps, comme vous l'avez montré dans l'histoire de la santé publique et qui vient recouper celui du développement durable, qu'on argumente sur le fait que la santé doit venir imprégner toutes les politiques, puisque justement les déterminants de la santé se jouent non pas dans le système de santé qui est piloté par les politiques de santé, mais ailleurs, et donc dont un grand nombre sont aux mains des collectivités. Et ensuite, ça c'était ma deuxième remarque, c'est peut-être sur les exemples que vous avez donnés où effectivement il y a un enjeu entre des politiques de santé, enfin une approche santé d'une démarche et l'approche développement durable, des enjeux soit de synergie, mais peut-être parfois un petit peu d'antagonisme. Enfin, en tout cas, je pense que le fait avec un enjeu santé, ça peut aussi apporter d'autres dimensions. On va peut-être aussi poser d'autres questions complémentaires. Et pour rester sur l'exemple du jardin, par exemple, la qualité des sols, quand on implante un jardin participatif, où nous on se trouve, je me trouve à Nantes là actuellement, la ville de Nantes et Fabrice Villard qui est présent autour de la webconférence ont organisé des analyses de sol parce que justement ça a une influence sur la qualité des légumes et sur la santé de ceux qui les consomment. Donc voilà, en autre exemple, qualité de l'air intérieur et efficacité énergétique sont des sujets qui pourraient être approchés de manière un peu antagoniste et qui méritent d'être conjugués. L'urbanisme, c'est un autre exemple où on a vraiment des synergies à trouver ou des conjugaisons à trouver. Voilà. 3 petites remarques. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, dans la recherche de synergie, pensez aussi effectivement au potentiel antagonisme. On poursuit. Donc là, ce que vous voyez réapparaître, ce sont les questions. Donc on a répondu aux 3 premières questions avec Aurélien et donc maintenant on va revenir en Pays de la Loire avec les enjeux, les outils, les leviers et puis tout ça en filigrane du plan régional santé-environnement. Donc moi ce que je vous proposais c'était 3 points. Les enjeux santé-environnement, le plan est ultra simple, le plan régional santé-environnement et puis à la fin revenir sur les autres ressources et dispositifs à disposition des acteurs. Alors probablement pas exhaustif, mais on enrichira avec, je pense, pas mal de choses produites en Bourgogne-Franche-Comté, au moins sur la partie pour muscler les argumentaires. Donc ce qu'il faut bien garder en tête et ce qui va un peu en lien avec ce que Madame Hiver de l'ARS était en train de préciser, c'est que les effets de l'environnement sur la santé sont parfois avérés,
parfois supposées ou non avérées, et parfois non spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par non spécifique? C'est le fait que, par exemple, la qualité de l'air, oui, c'est un motif de déclenchement de maladies cardiovasculaires, respiratoires et autres. Mais il y a aussi le tabac, il y a aussi plein d'autres choses, et donc du coup, ça vient complexifier un peu les leviers d'action. Je précise que c'est pas moi le spécialiste des questions santé-environnement, je suis l'animateur, donc j'ai bien sûr en appui Gwenaëlle qui est bien plus experte que moi sur le sujet. Et donc, avant de rentrer dans l'identification des enjeux qui concernent les Pays de la Loire, il faut préciser que, compte tenu de ces effets de l'environnement sur la santé, on va s'intéresser à 3 points en particulier. C'est regarder les pathologies sur le territoire, les Pays de la Loire notamment, regarder les pressions sur l'environnement dues aux activités anthropiques, donc qui contribuent à la dégradation de l'environnement, la qualité des milieux et l'environnement de vie. Donc ça, c'est des éléments de diagnostic qui nous permettent d'apprécier les enjeux en matière de santé-environnement. L'essentiel des données très synthétiques que je vais vous communiquer d'ici quelques secondes sont issues du diagnostic du plan régional santé-environnement 3 et également d'un autre document, de plan régional santé 2018-2022 de la région. Tout ça, évidemment, ce sont des documents sourcés que vous retrouverez en même temps que les documents. Je vais aller un petit peu vite sur la partie enjeux santé-environnement, vraiment pour respecter un temps de questions-réponses. Mais voilà, donc on a des cas de légionellose, d'intoxication au monoxyde de carbone. Sur l'asthme, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un taux qui est un petit peu plus élevé que la moyenne nationale, avec 9,2% des enfants. Donc ça, c'était une étude qui a été faite sur des enfants de 3e. Et on va se rendre compte que le 9,2%, on l'a à 8,4% sur d'autres. Alors, je suis en train de me battre avec mon interface, donc c'est pour ça que je suis en train de bredouiller. Voilà, donc avec la France. Sur les pathologies, ce qu'on peut dire également, c'est assez peu de cas de saturnisme infantile, des cas de toxi-infection alimentaire collective, voilà, qui concerne entre 50 et 65 foyers. Et si on parlait de la qualité de l'air tout à l'heure, on a estimé à travers une étude qu'on était à 2530 décès causés par la pollution atmosphérique en région Pays de la Loire, des décès qui pourraient être évitables. Donc là, je parle de décès évitables, des études menées par Santé France Environnement. Et concernant les maladies professionnelles liées à l'amiante, on est à 356 cas recensés en 2010. Je vais vite, ça mériterait certainement d'être approfondi et ça le mériterait, mais c'est pour vous permettre d'avoir une vue exhaustive et on prendra un temps de questions-réponses après. Sur les pressions liées à l'environnement et les activités anthropiques, on est dans une région éminemment agricole, puisque l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le premier secteur économique de la région. Ça représente plus de 2 millions d'hectares en région, voilà, l'agriculture. Ça représente, donc on est un mouvement en cours et une bonne dynamique de développement d'installations répondant à l'agriculture biologique. Néanmoins, aujourd'hui, on est encore à plus de 4000 tonnes de substances phytosanitaires actives achetées en 2012. Donc ça, c'est lié au fait qu'on ait beaucoup de cultures et puis des cultures aussi spécialisées, type maraîchage, arboriculture, viticulture, etc. On est l'une des régions les plus consommatrices de produits phytosanitaires. Alors 4000 tonnes, je ne sais pas si ça vous parle. Je me suis amusé à comparer avec le poids de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle pèse 10 000 tonnes. Donc c'est un peu comme si on déversait en produits phytosanitaires l'équivalent d'un tiers de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai cherché une image un peu plus parlante. On est aussi dans une région avec une surreprésentation de l'élevage bovin par rapport à la moyenne française. Donc là où il y a de l'élevage bovin, on va se rendre compte qu'on a des problématiques de pollution de l'eau par les nitrates, voilà notamment, et également les phosphores. Voilà, donc hop, si on regarde les autres, on va aussi avoir des pressions liées aux activités industrielles, des pressions liées au transport, liées au bruit. Hop, je vais aller un petit peu plus vite.
sauf si de temps en temps vous estimez que je fais un raccourci trop vite, je pense que vous aurez envie d'aller Non, mais ce qu'il faut retenir de ça, de toute façon, c'est pas forcément chacun des chiffres, mais de montrer comment on est obligé d'avoir une approche croisée des enjeux de santé, parce que justement, on ne peut pas mettre en évidence l'ensemble des pathologies qui sont associées à l'environnement. Tout à l'heure, on a parlé de pourcentage. On n'est pas capable de vous annoncer tant de décès liés à je sais pas, la qualité de l'habitat ou tant de pathologies respiratoires associées à la qualité des logements des personnes, par exemple. C'est des choses qui sont trop diffuses, trop non spécifiques pour être avancées. Et donc, on est bien obligé de regarder et la qualité de l'environnement et ces indicateurs de santé sur un territoire pour qualifier un petit peu une situation et identifier les enjeux prioritaires. Donc, en parlant effectivement des enjeux, quand on a cette vision multifactorielle, si on reprend un petit temps sur l'eau, on va se rendre compte qu'en région, on a un enjeu de reconquête de la qualité des masses d'eau. Et ça va jusqu'à la sécurisation et la modernisation des filières de production et distribution d'eau. Donc, on est une région. Alors, pourquoi ce constat? C'est comme pas mal de régions, on a je suis en train de me mélanger les pinceaux. Un défi pour réatteindre un bon équilibre écologique des masses d'eau. On en a quand même 9 sur 10 qui n'atteignent pas ce bon état écologique. Et puis, une des particularités, et certains départements d'autant plus, comme la Vendée notamment, ont l'utilisation d'eau de surface qui sont plus facilement contaminables par les produits phytosanitaires, et les eaux de surface sont plutôt sensibles. Donc, on est à peu près à 45 captages jugés prioritaires. Est-ce que ça vous va la manière dont je parle de l'eau? Oui, avec là, essentiellement des défis qui sont sur les nitrates, notamment avec la Mayenne qui est plus impactée sur ces questions-là. Des retentissements aussi de la charge organique de l'eau dans les rivières sur la qualité de l'eau en Vendée. Et donc, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on veut encourager des démarches qui soient un peu intégratrices de l'ensemble de ces enjeux-là, soit sur des approches territoriales pour la reconquête de la qualité de l'eau, soit sur des approches tout au long de la filière avec des démarches préventives de gestion des risques. Donc là, c'est vrai qu'on cherche aussi à travailler avec des collectivités volontaires sur ces deux approches-là. Si on regarde les indicateurs concernant la qualité de l'air, sachant que la qualité de l'air est aussi une problématique complexe, on se rend compte qu'on a des indices de qualité de l'air qui ont été très bons à bons pendant 74 à 82% du temps de l'année, selon les agglomérations qu'on regardait. On avait 19 jours concernés par des épisodes de pics de pollution. Donc, dans le PRSE3, vous pouvez retrouver des chiffres polluant par polluant, qu'on parle de particules fines, de dioxyde de soufre, de métaux ou d'oxyde d'azote. Néanmoins, sur la qualité de l'air, il est important de considérer que c'est une problématique de fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intéresser uniquement aux pics de pollution qui sont finalement que la partie visible de l'iceberg, puisqu'il y a une pollution de fond liée à des émissions. C'est cette pollution-là, cette pollution de fond, qui est responsable de cette mortalité évitable, enfin des décès évitables. Un décès évitable, c'est avant 65 ans, on considère que ce décès prématuré n'aurait pas dû avoir lieu, enfin c'est pas un âge pour mourir. Et donc, parmi ces décès évitables, on estime qu'il y en a quand même un nombre conséquent dans la région qui sont liés à la pollution atmosphérique. Donc ça, ce sont des études épidémiologiques qui permettent de dimensionner ce chiffre-là. Et donc, cette pollution, ces décès-là, ils sont liés à la pollution de fond. Et si nos alertes de pollution ne sont pas si nombreuses que ça, enfin, on a tendance à considérer qu'on est une région où c'est pas un sujet qui mobilise forcément énormément, même si on a de plus en plus d'alertes sur les particules, mais liées au changement de thermomètre aussi. Ça n'empêche pas que c'est un vrai sujet en impact sur la santé, puisque c'est cette pollution de fond qui doit être notre priorité d'action.
et je crois, si je dis pas de bêtises, que les pics de pollution, les décrets pour les déclencher sont plus sévères également. Donc il est probable que Oui, progressivement, on abaisse les seuils et donc on entend plus parler de C'est ça qui fait qu'on a 15 jours là sur les particules qu'on n'avait pas il y a 5 ou 10 ans. D'accord, entendu. Donc là, pour terminer cette diapositive, on rappelait quelque chose qui a été dit plusieurs fois, mais qui montre l'importance de l'enjeu de qualité des milieux, donc aussi bien au environnement qu'on a évoqué et du cadre de vie, et de réussir à intégrer ça dans l'aménagement de l'urbanisme, en intégrant également des problématiques sociales, puisque c'est vrai que il y a des zones de territoire qui cumulent inégalité sociale et inégalité santé, environnement, exposition aux différents polluants atmosphériques. Pour continuer sur cet état des lieux des problématiques, avec cette partie sur l'habitat et le sol. Donc pareil, je vais donner quelques données brutes et puis pour les qualifier en termes d'enjeux, je laisserai Madame Niver réagir. Vous avez une carte du parc privé potentiellement indigne qui représente à peu près 54 000 habitations. Donc vous voyez qu'on en retrouve un petit peu plus dans nos territoires ruraux en région, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les autres territoires. On parle de volume sur la carte, ce sont des pourcentages. Et on se rend compte que cela s'explique aussi par l'âge de certains logements, puisque dans la région des Pays de la Loire, on a plus d'un quart des logements construits avant 1946. Concernant les sols, on a 217 sols recensés dans une base de données qui s'appelle Basol, donc de sites pollués ou potentiellement pollués. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Je pense que c'est intéressant de regarder la carte radon dans la celle pour croiser les enjeux sur l'habitat. Exactement. Donc, et ça, c'est vraiment autant sur l'habitat indigne, etc., c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres régions et qu'on voit des motifs de lutte communs entre différentes régions. Autant sur le radon, ça ne concerne pas toutes les régions puisque ça dépend de la nature du sous-sol. Et donc là, ça se voit bien sur la carte. La région, elle est à la fois sur le bassin parisien et sur le socle granitique du massif armoricain qui va avoir tendance naturellement à dégager du radon. Le radon, c'est donc je ne veux pas me tenter la définition, c'est le gaz. Un gaz radioactif naturel qui est un descendant de la dégradation de l'uranium qui est naturellement présent dans les granites. Notamment les granites les plus anciens. Et donc, on a priorisé en France les actions sur les anciens massifs avec donc les zones plutôt de montagne, les massifs montagneux en France. Mais là, nous, on a progressivement démontré et l'IRSN également au niveau national, que nous, on avait aussi l'héritage du massif armoricain qui faisait, par exemple, tout le 44 ou une grande partie du 49 et même une grande partie nord du 85 était également concernée par cette géologie. Et donc, c'est un gaz qui s'accumule dans les logements s'il peut rentrer premièrement et si la ventilation n'est pas suffisante et l'aération ne sont pas suffisantes pour l'évacuer. Donc, c'est un enjeu qui est important pour nous et très territorialisé pour le coup et qui est important à conjuguer avec les enjeux de qualité de l'air intérieur ou de qualité de l'habitat plus largement, sachant que donc voilà, ça c'est un sujet sur lequel qu'on a jugé prioritaire dans le cadre du plan régional santé-environnement, sur lequel une communication est nécessaire puisque il y a, je crois, 58% des habitants de Pays de la Loire qui avaient été interrogés dans le cadre du baromètre santé-environnement en 2014 qui ignoraient totalement jusqu'à l'existence de ce gaz. Donc on a un gros enjeu de communication sur ce sujet. Et une approche intégrée à avoir sur la qualité des logements, notamment s'intéressant aux plus fragiles, puisque tout à l'heure, la carte sur le parc privé potentiellement indigne montrait qu'il y a encore des gens qui habitent dans des situations dramatiques et qui méritent et d'être repérés parce que ce ne sont pas forcément toutes des personnes qui viennent ou qui se plaignent et d'être gérées, sachant que parfois, il faut bien conjuguer des approches sociales, voire sanitaires et du bâti. Voilà, donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut conjuguer les talents et les politiques.
Voilà, ça c'était pour la partie diagnostic, enjeux santé et environnement qui avait pour objectif de vous montrer les enjeux dans les grandes lignes, hein. Il faut consulter PRSE3 pour avoir des informations plus précises. Hop, j'ai oublié la faune et la flore, je suis allé trop vite, excusez-moi. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder un autre facteur qui est lié à l'évolution de la faune et de la flore, et on voit notamment qu'avec le changement climatique, il y a certaines espèces invasives qui se développent ou problématiques pour la santé. Alors les espèces invasives, ça va être l'exemple du moustique tigre, dont on commence à recenser de plus en plus sa présence dans les pays de la Loire. Alors le moustique tigre en tant que tel, si j'ai bien compris, il n'est pas si méchant que ça, mais le problème c'est qu'il peut être vecteur de la maladie. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on voit un moustique tigre que c'est dangereux, mais il faut faire attention au moustique tigre. Si je peux résumer. Et l'autre chose, c'est qu'avec ce changement climatique, on va se rendre compte qu'il y a des plantes allergisantes, allergènes qui se développent plus, telles que l'ambroisie. Et donc là, je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot, je me souviens. C'est une plante invasive qui est complètement implantée maintenant dans le sud de la France, par exemple, et qui arrive petit à petit dans notre région. Et donc, on peut encore retarder son arrivée, sachant qu'elle est très, très allergisante et que lorsqu'elle est implantée, 15 à 20% de la population est allergique à cette plante. Donc, mais c'est aussi une illustration avec le réseau Pollinis, donc anciennement Fredon. Il y a un certain nombre d'espèces végétales sur lesquelles on travaille pour éviter justement leur implantation parce qu'elles ont des risques importants pour la santé. Hop, alors je vois des questions. Je vais faire une petite pause interactive. Quelqu'un qui nous prévient. Alors, je vois qu'il y a des questions. Quelles solutions existent pour limiter l'impact du radon dans l'habitat? Que pourraient préconiser les documents d'urbanisme sur ce point précis? Donc pour l'instant, j'enregistre les questions. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui doit s'en aller. Je prendrai le temps de lire la contribution qui appelle plutôt à une réaction après la webconférence. Je vais revenir à la présentation. Donc là, c'était vraiment la fin de la partie état des lieux. Et maintenant, on va s'intéresser au PRSE3. Donc, même duo de présentation, j'amorce les descriptions et puis si besoin, Gwenaëlle complète. Le PRSE3, qu'est-ce que c'est? C'est une dynamique partenariale et participative. Donc, vous avez bien compris à quoi sert l'objectif du plan régional santé-environnement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il est porté par la région, par l'ARS, par le conseil régional, que au fur et à mesure que les PRSE s'élaborent, vous arrivez à mobiliser de plus en plus d'acteurs sur les sujets. Donc là, typiquement, pour cette 3e édition, c'était 170 personnes issues de 70 structures différentes. Et donc, c'est finalement on pourrait presque dire que c'est une politique territoriale de développement durable, axée sur la santé, dans le sens où elle repose sur la mise en œuvre d'autres pilotes et d'acteurs d'horizons différents. Donc l'animation au jour le jour, elle se fait par la préfecture, l'ADREAL, l'ARS et la région. Et puis une des particularités, et ça c'est aussi vraiment très intéressant à noter, c'est que c'est un plan qui est évolutif. Donc il y a un socle, un plan d'action qui répond, voilà, on va revenir sur ça juste après, mais il y a aussi la possibilité pour les acteurs, donc vous-même et également d'autres structures associatives, économiques ou autres, de contribuer, d'enrichir le plan d'action à travers l'appel à projet qui est concerté et puis un dispositif de labellisation des actions. Je fais un peu de teasing sur ça, il est évidemment prévu qu'on revienne sur ce point un petit peu plus tard. Donc, ce plan régional santé-environnement, 3e édition, s'articule autour de 5 axes. Un premier axe sur l'alimentation et l'eau destinée à la consommation humaine. Un deuxième axe sur le bâtiment et santé. Hop, je vais vous mettre un autre visuel. Vous retrouvez tout ça dans le plan régional, bien évidemment. Un deuxième axe sur le bâtiment, habitat et santé. Un troisième axe sur le cadre vie, urbanisme et santé, où là on retrouvera notamment des luttes de guides. Je pense à la réponse de Madame Petitot, urbaniste, où on pourra mentionner des ressources mentionnées notamment dans cet axe 3. Un quatrième axe qui évoque la santé au travail, mais vraiment sur la partie environnement, santé-environnement, puisqu'il existe un autre plan régional sur la santé au travail. Et enfin, un dernier axe qui est transversal, qui est sur la mise en réseau d'acteurs, la culture commune santé-environnement. C'est ce qu'on fait ce matin.
Donc ces axes, ils ont leurs objectifs. Il y a aussi des objectifs phares pour répondre aux enjeux prioritaires. Et bien évidemment, comme tout plan régional, il donne aussi à avoir de la cohérence avec les autres politiques régionales qui rentrent en lien avec les différents axes. Donc bien évidemment, l'axe 1 sur l'alimentation et l'eau, on va retrouver des choses sur l'éco, les démarches éco-phyto, voilà, donc qui visent à réduire les émissions de... Je parle tellement de plan climat, je parle tellement de plan climat que la diminution... Non, c'est pas tout le temps les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi les polluants, voilà, des phytosanitaires. Donc j'accélère un tout petit peu. Hop, pour vous balayer, donc axe par axe, les différents leviers des collectivités. Donc on a commencé à l'évoquer. Donc sur le premier axe qui est l'alimentation et l'eau destinée à la consommation humaine, donc en région, le PRSE 3, son objectif phare, c'est vraiment de protéger la ressource en eau destinée à la consommation humaine, notamment sur les captages d'eau prioritaires, les 45 captages d'eau prioritaires de la région. On va retrouver d'autres objectifs qui vont être de préserver la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs, développer l'accès à l'éducation, à une alimentation de qualité et de proximité. Et donc, en préparant cette réunion, on a mis des premiers leviers qui pouvaient être actionnés par les collectivités en réponse à ces objectifs. Ça va être de protéger la ressource en eau, en priorité sur les captages prioritaires. Donc ça, c'est à travers le rôle d'animation territoriale d'une collectivité, sa capacité à mettre en place des démarches concertées, à rassembler des acteurs, à aller les voir, à aller leur parler, pour faire monter une synergie. Ça peut être aussi des démarches volontaires préventives, voilà, sur l'analyse des risques, des gestions anticipées, telles que des plans de gestion de sécurité sanitaire dans le domaine de l'eau. Et puis sur la partie alimentation, avec évidemment un lien très fort avec l'eau, ça va être dans la mise en place de projets alimentaires territoriaux, ça va être d'intégrer pleinement l'enjeu de l'eau, l'enjeu de l'éducation et l'enjeu de l'alimentation. Donc c'est vrai que en région, la dynamique sur les projets alimentaires territoriaux, elle est pilotée par la DRAF. Je vais vite, hein, c'est pour permettre d'avoir un petit temps d'échange. Je suis persuadé que ça mériterait des réactions, mais sinon on ne va pas avoir de temps d'échange. Sur l'axe 2, les deux objectifs du PRSE, 3 en matière de bâtiments, habitat et santé, c'est d'améliorer le repérage et la prise en charge de l'habitat indigne, et aussi d'améliorer la qualité de l'air intérieur, en particulier vis-à-vis du radon. Donc c'est bien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui constitue donc un objectif phare. Donc ce que les collectivités peuvent faire, ça va être de contribuer au repérage de l'habitat indigne, d'innover dans la prise en charge, hein, de sortir des process habituels. Hein. Ça peut être par exemple d'accompagner des démarches d'auto-réhabilitation. Les collectivités, et puis avec d'autres acteurs, notamment des associations ou autres, peuvent lancer des campagnes de mesure et de gestion du radon. Peuvent aussi agir sur la qualité de l'air intérieur de leur propre bâtiment, donc qui accueillent du public, notamment des enfants, donc que ce soit des crèches ou autres. Ça peut être aussi des bâtiments de travail, donc ça on fait plus appel à la responsabilité d'employeur de la collectivité, et puis de travailler aussi avec les assistantes maternelles. Et on l'a évoqué plusieurs fois, hein, cette idée d'être en synergie avec les autres problématiques environnementales. Tout ce qui est démarche sur la qualité de l'air intérieur, il y a un très très fort enjeu à intégrer ça dans des démarches d'efficacité énergétique des logements, puisqu'on va se rendre compte qu'effectivement aujourd'hui, plus on va isoler des logements, plus on en fait. Donc du coup, des leviers performants pour voilà, réduire les consommations d'énergie, mais on construit des espaces confinés, et donc il faut apprendre à vivre dans des espaces confinés, et notamment donc efficacité énergétique et qualité de l'air des logements, c'est très important de lier les deux. Je continue. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole, hein, bien évidemment. Sur l'axe 3, donc dédié au cadre de vie, à l'urbanisme et à la santé, on l'a dit, un enjeu phare, hein, compte tenu de l'importance de l'urbanisme sur les modes d'aménagement et de vie, ça va être de mieux intégrer les enjeux de la santé dans l'aménagement et la planification urbaine, et puis de chercher à réduire les nuisances pour améliorer le cadre de bruit et d'air. Donc là, finalement, c'est des choses qu'on a évoquées tout à l'heure à travers l'intervention d'Aurélien, hein, c'est d'intégrer
ça dans les PLU, dans les SCOT, dans l'aménagement de quartier pour intégrer les enjeux de santé dès la conception. Ce qui va être aussi intéressant, et on a des démarches pionnières en région sur cet aspect-là, ça va être d'avoir des démarches d'évaluation d'impact sur la santé pour accompagner l'émergence de politiques plus favorables à la santé. Donc ça, concrètement, ça signifie dès le début le projet d'urbanisme, que ce soit un quartier ou autre, comme la ville d'Angers, qui a suivi de la ville de Nantes également. On va poser ça. Donc cet exemple, on va l'approfondir dans le cadre du 8 février avec la ville de Nantes notamment. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être les actions de réduction de pollution atmosphérique. Et donc là, il peut y en avoir beaucoup, que ce soit les territoires plus ruraux, les problématiques de voisinage avec les cultures, la problématique d'interdiction du brûlage à l'air libre, qui finalement rejoint aussi les politiques de gestion de déchets verts des collectivités. L'information sur le chauffage au bois, puisqu'il faut impérativement que ce soit dans des labels flammes vertes et qu'il ne faut pas que ce soit dans des foyers ouverts. Là, encore une fois, on retombe avec les problématiques de climat, air, énergie. Voilà, notamment. Hop. Sur l'axe 4, je vais être un petit peu plus rapide. C'est l'axe environnement et travail et santé, où là, on a ciblé dans le PRSE3 deux objectifs, le fait de limiter les expositions à l'amiante et le fait de protéger la santé des utilisateurs de pesticides. Voilà, je passe un petit peu plus vite. Oui, d'autant que les collectivités là, vont vivre l'interdiction d'achat de produits, donc c'est vrai que ça va quand même accélérer aussi ce volet-là qu'on avait programmé dès 2015 en articulation avec le plan Éco-Phyto, bien évidemment. D'accord, donc on avait anticipé. Et puis cet axe 5, qui constitue un moyen et un domaine pour mobiliser les acteurs, en particulier les citoyens, les collectivités, les professionnels de santé sur les enjeux de santé-environnement. Donc cet axe 5 qui s'appelle la mise en réseau d'acteurs, de sorte à ce qu'on puisse tous avoir une culture commune de santé-environnement. Donc l'objectif, je viens de le lire, et c'est dans ce cadre de cet objectif qu'il y a l'appel à projet PRSE3. Donc on va développer un petit peu après, mais pour vous dire, il y a eu 37 projets soutenus en 2017 sur les différentes thématiques qu'on a abordées et qui sont notamment rappelées sur le petit diagramme circulaire. Hop. Sur ce domaine-là, qui finalement renvoie au rôle d'animateur territorial et d'exemplarité des collectivités, les collectivités peuvent évidemment mettre en place des événements d'échange de pratiques dans la région. Elles peuvent mettre en place des actions de communication vers les administrés. Ça, je pense que ça coule de source. On a aussi des actions d'éducation des publics sur les thèmes couverts au PRSE3. Tout ce qui est finalement au cœur de cette suivre avec la gestion sonore dans les salles municipales par rapport à la réglementation sur l'exposition. Hop, je sais pas si je continue. Il y a des messages là qui... Ouais. Je quitte la conférence. Merci beaucoup pour votre participation. Et après, c'était des réactions. Je regardais. Il existe une obligation réglementaire. Donc, Madame Levillain précise qu'il existe une obligation réglementaire d'obligation d'évaluer la qualité de l'air intérieur des locaux accueillant des enfants d'âge inférieur à 6 ans au 1er janvier 2018. Donc, ça concerne les crèches et locaux périscolaires. Oui, et à suivre, il va y avoir les collèges et les lycées d'ici 2020. D'accord. Après, dans les leviers des collectivités, sont cités soit les attendus un peu, enfin les actions du PRSE3 sur lesquelles on espère une interactivité avec les collectivités, donc soit dans le cadre des contrats locaux de santé, soit sur des démarches partenariales, soit en lien aussi avec les associations qui développent des compétences sur les territoires. Aussi, ce sont parfois des retours d'expérience puisque certaines des actions qui sont citées là ont pu être
les administrés, par exemple, Saint-Nazaire avait conduit une action spécifique sur 2-3 ans sur ce sujet. Nantes organise des conférences et peut insérer des sujets santé environnement dans les conférences grand public. Enfin, voilà, c'est aussi un petit peu des appels à… Et je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, puisque vous avez fait l'exercice de lister l'ensemble des organismes qui ont bénéficié d'un soutien dans ces actions de prévention. Et donc, c'est une liste qui peut vous être transmise et vous retrouverez un certain nombre d'associations et d'autres acteurs sur les territoires qui ont déjà mis en place des actions de sensibilisation. Et du coup, dans cette liste qu'on va pouvoir vous diffuser, vous pouvez certainement identifier des acteurs vers lesquels imaginer des actions partenariales avec eux sur les différents enjeux de vos territoires. Voilà, alors, c'est pas une liste exhaustive, c'est la liste de tous les acteurs sur la santé environnementale, c'est une liste des acteurs que nous avons soutenus, ARS, DREAL et ou DRAF et ou région sur 2017, dans le cadre du PRSE. Voilà, donc j'ai évidemment pas tout mis sur la diapositive, mais ça fait partie des ressources, je pense que il serait pertinent d'approfondir si certains d'entre vous veulent continuer. Je suis navré, c'est la fin de semaine. La semaine a été dense. De temps en temps, mon cerveau déclenche des micro-pauses. Pour tout suivre du PRSE3, je vous invite vivement à aller sur le site internet PRSE3. Il y a aussi beaucoup d'efforts faits en termes de communication et d'appropriation. Donc, vous retrouverez beaucoup de choses de ce qui a été dit. Vous retrouverez toutes les actualités, des idées de projets. Donc, n'hésitez pas à aller sur paysdelaloire.prse.fr. Là, on va rentrer dans les outils et les dispositifs à disposition des acteurs. Donc, certains sont évidemment en lien avec le PRSE3, dont l'appel à projet du PRSE3. Alors, je vais peut-être vous laisser le présenter si ça vous va. Donc, l'appel à projet PRSE3, il vient d'être à nouveau lancé là en 2018, mi-janvier. Il est ouvert jusqu'au 23 février. Peuvent y répondre les associations, les collectivités, également des industriels sur des actions collectives, des établissements publics, des organisations professionnelles. Notamment, on a quand même pas mal travaillé avec les organisations professionnelles du bâtiment sur tous ces enjeux de habitat santé. Donc, il y a un cahier des charges qui reprend les 5 axes et je pense qu'on l'a un peu balayé en mettant en exergue les attendus. Certaines collectivités donc répondent directement à cet appel à projet et on soutient également des associations qui interviennent dans le cadre de contrats locaux de santé puisque c'est le mode de soutien qu'on a, sachant que du coup vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a soutenu de l'ordre de 37 projets l'année dernière pour un montant global d'environ 250 000 € mobilisés. Et au-delà de ça, on soutient certaines associations en CEPOM, en contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui figurent également dans le tableau que je vous ai transmis. Il y a une question, là. Collectivité. Donc, alors, ouais, voilà, la question, c'est donc Madame Giraud qui pose la question. Pour une collectivité qui est dans le siège social, qui est donc en Ille-et-Vilaine, mais dont le territoire est sur 3 départements, dont la Loire-Atlantique, peut-on répondre à cet appel à projet? Est-ce que c'est Redon? Je pense que c'est Redon. Il y avait des personnes de Redon inscrites. Parce qu'il y a un contrat local de santé à Redon. Oui. C'est donc le contrat local de santé de Redon. Donc, bon, après, nous avons des associations nationales ou hors Pays de la Loire qui répondent. Donc, l'important, c'est que l'action se déroule sur le territoire. Ensuite, lorsqu'on est dans un cadre de contrat local de santé, par contre, donc, les associations du territoire peuvent répondre, mais la collectivité, le dialogue avec l'ARS se passe plutôt dans le cadre du contrat local de santé. Et est-ce qu'à ce hasard, vous savez si nos homologues de Bretagne ont un mécanisme identique? Il y a un appel à projet PRSE en Bretagne également. D'accord. Donc du coup, pour Redon, ajoutez aussi un petit coup d'œil au calendrier du PRSE3 en Bretagne. Moi, je me permets de faire une remarque complémentaire. Ce que j'ai vu en lisant la documentation, c'est que cette dynamique, elle prend bien. Là, on a parlé de 2017, il y avait plus de projets qu'en 2016, et que pour 2018, ça s'annonce bien, puisque finalement, vous avez des nouveaux financeurs. Donc, ça signifie que
coordination qu'il y a sur la santé-environnement des acteurs se fait aussi en termes de financeurs. Je crois qu'il y a l'ADEME qui va intégrer sur les Rentre aspects. cette année l'ADEME pour soutenir des actions sur l'éducation alimentaire et donc en interaction avec la DRAF principalement. Et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, intéressée à la communication sur le radon avec nous et l'ADREAL également. Voilà, donc c'est noté. Pour vous, allez sur le site, téléchargez les documents et vous allez jusqu'au 23 février pour faire des propositions. En parallèle de cet appel à projet, il y a la labellisation du PRSE. Donc la labellisation, c'est quelque chose qui est léger, comme un coup de tampon. C'est pas du tout quelque chose qui est lourd. Et pourquoi j'insiste, c'est parce que c'est un moyen assez simple de donner une visibilité des actions, que vous ayez répondu ou pas à l'appel à projet, c'est bien ça? Mais si on répond à l'appel à projet, on est labellisé puisqu'on a passé des étapes de… Oui, c'est ça. Si on accepte de financer, évidemment qu'on accepte de labelliser. Après, la labellisation, la logique, c'était aussi de se dire qu'il y a des tas d'acteurs, et ça va avec l'argumentaire d'Aurélien tout à l'heure, des tas d'acteurs qui font déjà des actions de santé environnementale sans forcément qu'on les connaisse ou sans que ce soit en interaction avec nous. Et il nous semblait important de donner de la visibilité à ces acteurs et à ces actions plus spécifiquement à travers donc pour cela. Et donc, l'idée, c'est de donner l'autorisation d'utiliser ce logo qui a été pensé voilà, un peu percutant sur l'intérêt d'agir pour la santé. Et puis, des outils de communication avec un retentissement sur le site Internet ou lors des événements du PRSE. Hop, je vais continuer avec les autres outils. On va peut-être déborder un petit peu en timing. Hein. On verra évidemment si les gens qui doivent se libérer à midi pourront se libérer, pourront faire suivre des questions par mail si besoin. Un autre mécanisme qui, lui, du coup, est plus engageant que la labellisation d'événements, c'est le fait de passer des contrats locaux de santé. S'il n'y a pas de questions sur les contrats locaux de santé, je vais rester à une présentation assez rapide. Donc ça, c'est un projet de santé en lien avec des enjeux du territoire et ça permet de décliner localement le projet de santé selon les besoins de la population. Et donc, c'est un processus qui se conclut entre la collectivité et l'ARS. C'est toujours un dispositif qui est ouvert. Il y en a une vingtaine en région Pays de la Loire. Vous avez la carte sous les yeux. Je me permets d'aller à sauf s'il y a un petit moment. Ça vous va. Donc, il y avait, voilà, pour vous aider à identifier des acteurs avec qui travailler, la liste évoquée tout à l'heure des acteurs soutenus par l'ARS. Et il y a… Ouais. Par le PRSE, pas l'ARS. PRSE, pardon. Une autre ressource utile, c'est la base de données OSCAR qui recense des bonnes pratiques. Qui recense des actions en santé. Des actions en santé, voilà, que moi j'ai appelé… Voilà, par un truchement de langage, et pour moi c'est une bonne pratique. Mais effectivement, c'est plutôt des actions de santé. Elles sont assez bien décrites, très bien décrites sur la plateforme. Vous vous connectez sur l'URL, vous allez dans recherche avancée, vous cliquez sur thème, vous cochez environnement, et là encore, ça peut vous donner beaucoup d'idées sur des choses à faire en termes de santé environnement. Et vous pouvez aussi renseigner cette base, puisque oui, important. Elle est participative. Parce qu'on est bien dans une dynamique collective. Et pour terminer, je pense qu'Aurélien sera ravi. Au-delà des ressources que vous retrouvez en Pays de la Loire, il y a, donc pour muscler aussi en argumentaire, des choses comme ça, un petit coup d'œil à jeter à l'espace ressources d'Albert Bourgogne-Franche-Comté, où on retrouvera des documents évoqués par Aurélien. Et pour terminer, il me semblait… ah bah tiens, Aurélien aussi, on a réussi à t'apprendre quelque chose, super. Tu regarderas que c'est un outil qui est national et donc tu trouveras l'équivalent pour Bourgogne-Franche-Comté. Je suis dessus. Je vais taper Bruno Maestri. Et voilà. Et donc, parmi les nombreuses ressources et des guides qu'on pourra aussi vous faire suivre, il y en a un qui nous paraissait intéressant de mentionner en particulier, c'est celui qui a été fait par le réseau Ville Santé, qui est un recueil de retours d'expérience et qui s'appelle Agir sur les déterminants de santé. Donc vous avez le lien.
Voilà, on est arrivé à la fin du contenu. On a un petit peu interagi, peut-être un petit peu moins que je le pensais, mais le contenu était à mon avis très riche et important. Celle du 8 février durera une demi-heure supplémentaire, donc de facto on évitera cet écueil. À celles et ceux qui ont des obligations, évidemment, on avait annoncé le timing de midi, donc vous pouvez bien sûr vous libérer. Et à celles et ceux qui veulent discuter encore un petit peu, on peut prendre un quart d'heure d'échange. Sans problème. Super, voilà. Donc, on commence à avoir des remerciements. Il y avait des questions. Alors, surtout pour poser des questions, ça sera beaucoup plus simple. Alors, on va reprendre les questions qu'il y a dans le comment ça s'appelle, dans le fil du chat, voilà, dans le chat. En revanche, réactivez vos micros si vous voulez les reposer. Ça sera plus simple. Alors, je vois que parmi les questions qui avaient été posées, hop, donc il y avait, ah bah Aurélien en plus il a répondu. C'était quelle solution existe pour limiter l'impact du radon dans l'habitat? Donc question posée par Perrine Petitot. Perrine, est-ce que vous êtes encore avec nous? Je vais regarder la liste des participants. Alors Perrine, elle est là. Alors tout à l'heure, on avait fait un test et je crois que Perrine doit nous entendre, mais son ordinateur est un petit peu capricieux. Oui. Voilà. En gros, les leviers sur le radon, ils résident dans la conception des bâtiments. Ça concerne quand même principalement ou en premier lieu les rez-de-chaussée des bâtiments, des immeubles ou des habitations. Et il y a deux principes à conjuguer. En gros, il faut éviter que ce gaz ne pénètre dans l'habitation. Donc, c'est une étanchéité la meilleure possible entre du sol avec le sous-sol. Donc derrière, Fabrice Guyard, tout à l'heure dans les chats, évoquait la solution des vides sanitaires qui n'est pas réglementaire, mais qui est une solution. Enfin, c'est vrai que c'est plus facile de ventiler un sous-sol ou un vide sanitaire que lorsqu'on est directement sur le sol. Donc, ça peut être dans les préconisations techniques de le prendre en compte dans la conception des bâtiments. Et le deuxième levier, après ce facteur étanchéité, c'est le facteur renouvellement d'air dans l'habitat, puisque s'il est par malheur rentré dans la maison, il faut qu'il puisse en sortir, et donc il faut des taux de renouvellement d'air qui soient impeccables. Donc, c'est un peu les deux leviers sur lesquels on peut agir sur le radon. Alors, comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par une des préconisations dans les plans, les programmes, les PLH, ou au moins que ce soit dans l'état des lieux des SCOT ou PLU parmi les contraintes à prendre en compte. Après, je n'ai pas une connaissance très très fine des mécanismes de PLU et SCOT, savoir quand est-ce qu'ils peuvent être prescriptifs ou pas. Donc là, je risque de ne pas être complètement pertinente. On pourra vérifier si dans les ressources, je vois qu'Aurélien avait réagi en mettant un guide. Il y a d'autres choses. On pourra regarder dans les ressources s'il y a oui, il y a un guide qui a été produit par l'École de santé publique sur l'urbanisme favorable à la santé qui est… à mon avis, il faut regarder un petit peu dans cette direction-là, à moins qu'il y ait un participant qui ait cette… je vois avec Perrine, vous réagissiez. Les solutions sont techniques de ce que je comprends. Les docs d'Urba peuvent informer, mais ne peuvent pas aller aussi loin que sur les préconisations techniques. Moi, c'est une question que je me pose parce qu'on peut avoir imposer des choses sur les nouvelles constructions dans le cadre de PLU. Ceci dit, effectivement, je ne suis pas un spécialiste du droit de l'urbanisme, donc il vaut mieux certainement se reporter à des guides. J'ai des collègues qui seraient plus à l'aise, ou alors le guide qu'on a établi sur le porter à connaissance a peut-être aussi tranché des choses là-dessus. On va se renseigner. Ouais, on va voir. Jusqu'où va le prescriptif? Hop. Ça, on regarde. Hop, alors après, on avait Aude-Valérie Jung, mais qui est partie. C'est plutôt une invitation à continuer les échanges. Donc, je passe. Donc, il y avait Fabrice Guyard qui avait réagi, donc qui est à Direction Santé de Nantes, qui avait aussi réagi sur la lutte contre le radon. Il y a un petit visuel sur le radon qui a été mis pour les docs nanana, tout ça a été dit. Finalement, il n'y avait pas des masses de questions. Toute cette réaction, on l'a lu. Hop, collectivité, ok.
Pardon, excuse-moi, il y avait juste une question sur le croisement entre PRSE et SRADET. Ah, Je trouve qu'elle était intéressante, effectivement. Voilà, enfin, après, je vous laisse répondre. je vais passer, j'ai pas Alors, vu. dans notre région, c'est vrai que la région est porteuse du PRSE, du plan régional santé-environnement, et le plan régional santé-environnement aussi alimente, enfin résonne avec le projet régional de santé. Donc, c'est vrai que c'est différents outils programmatiques, mais du coup, normalement, le SRADET, il devrait être cohérent avec le PRSE. Ouais, au regard de la loi, il n'y a effectivement aucune obligation à ce que le PRSE soit en cohérence avec le SRADET. Après, le SRADET est composé du schéma régional climat air énergie et d'autres outils sur les questions de SDAGE, donc la question d'eau, enfin de la qualité d'eau et autres. Donc forcément, il y a une intégration des questions de santé dans le SRADET, mais le lien n'est pas aussi formel que ça entre le PRSE et le SRADET. Non. On espère que le positionnement de la région sera favorable. C'est l'occasion de prendre d'autres questions. N'hésitez pas à mettre vos micros ou à fonctionner par le chat. Soyez pas timide. On a fonctionné par le chat, mais vous pouvez bien sûr discuter. Hop. Un remerciement. Merci à IMAX5. Alors, qui est IMAX5? On le retrouvera le 8 février. Est-ce que IMAX5... Alors, les projets alimentaires territoriaux, donc c'est Samuel, d'accord, entendu. Merci. Alors oui, super, vous êtes resté jusqu'au bout, même sur la partie Pays de la Loire. C'est parfait. Merci pour votre présence jusqu'au bout. Sur donc Perrine réagissait en disant qu'on n'avait pas parlé des projets alimentaires territoriaux. On l'a mentionné. En fait, il y a un lien qui est fait avec le premier axe sur l'alimentation, eau et santé. Donc ça, je vais vous laisser, mais en gros... Alors, c'est vrai que je ne suis pas la mieux placée pour parler de l'alimentation dans le PRSE, puisque c'est vraiment un axe une thématique qui est portée par la DRAF, très en lien avec le plan national alimentation sur lequel ils sont mobilisés. Donc, avec l'ADEME, je sais qu'ils encouragent les projets alimentaires territoriaux. Et ce qu'on a identifié comme plus-value que le PRSE pouvait apporter sur ces projets alimentaires territoriaux, ce serait de soutenir qu'ils intègrent bien une approche de l'eau de consommation comme étant un produit alimentaire, mais qui est souvent oublié, enfin, en tout cas auquel on ne pense pas en priorité dans les projets alimentaires territoriaux. Il nous semblait que c'était une démarche mobilisatrice avec une logique de territoire qui était intéressante à conduire sur l'ensemble des champs. Donc, dans l'appel à projet cette année, on a ouvert la possibilité de soutenir une démarche un petit peu plus large comme ça, sachant qu'on a déjà soutenu une collectivité du nord de Loire-Atlantique, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne la citerai pas, justement sur une démarche, une réflexion, je ne sais pas si c'était spécifiquement un projet alimentaire territorial labellisé, mais en tant que tel, mais une démarche de territoire sur le sujet en tout cas. Alors, on a un nouveau remerciement. Maud, ne t'excuse pas, puisque nous étions engagés à libérer tout le monde à midi. Voilà, Perrine demandait... Ok, on a répondu à toutes les questions. Les personnes qu'on n'entend pas, est-ce qu'elles sont passées à autre chose? Est-ce qu'elles souhaitent poser une question, faire une remarque, poser une autre problématique? Ou sinon, on peut arriver à la fin. J'imagine que l'appétit commence à venir. N'hésitez pas à parler, hein, vraiment, je sais qu'il y en a certains, les micros fonctionnent. Hein. On a fait des tests. Ah bah voilà, Madame Violet, vous auriez pu utiliser votre micro. Non, blague à part, merci de préciser que c'est OK pour vous et je vous remercie pour une nouvelle fois pour votre message. Éventuellement, je me disais peut-être que si est-ce qu'il y a des souhaits de sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des témoignages aussi de collectivités? Oui, on a encore un peu de marge de manœuvre pour le 8 février. Je pense qu'on peut encore trouver quelques témoignages.
ou autre. Éventuellement, s'il y a une attente spécifique, enfin voilà, ou un besoin, il ne faut pas hésiter à le faire remonter aussi pour qu'on se rapproche de vos besoins. Bon, bah, qui ne dit mot consent. Merci pour tous ces ressources et liens qui permettent d'enrichir. Voilà, Perrine dit merci pour tous ces échanges, ressources et liens qui permettent d'enrichir dans le temps ce sujet. Alors, un petit mot de fin. Merci à tous nos intervenants. Très intéressant. Merci beaucoup. Découvert de nombreux à la part du conseil. Super. Donc, merci à nos intervenants. Donc là, c'était une webconférence qui était ouverte à tous puisqu'on avait le soutien du PRSE3 et plus précisément voilà, de l'État et de l'ARS. On se retrouve le 8 février pour être sûr du retour d'expérience concret. On aura 2 témoignages à minima et j'attends d'autres témoignages de confirmation. On va avoir la ville de Nantes, mais ça va être intéressant à 2 titres qui vont pouvoir entrer dans des actions sectorielles et aussi témoigner de la manière de travailler en transversalité sur les enjeux de santé et environnement au sein d'une collectivité. Donc, typiquement, comment on travaille avec les services des espaces verts, ce genre d'éléments. Le deuxième témoignage qu'on a, ça sera la ville d'Orvaux, donc qui est plus petit que Nantes, qui va, elle, montrer un exemple de comment utiliser la santé pour remobiliser sur les problématiques de développement territorial durable. Et puis là, j'attends des réponses, mais normalement, on va tâcher d'avoir quelqu'un sur l'urbanisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà, à travers la ville de Nantes, c'était ça. Et puis potentiellement, on pensait à trouver des exemples sur les crèches. On peut avoir des exemples sur les pollinisateurs. Enfin voilà, donc vous pourrez regarder de la confirmation de l'inscription que je vous renverrai pour cet événement, les témoignages précis qu'il y aura. La webconférence, elle sera de 14h30 à 16h30. Donc voilà pour la fin. Il y avait un certain nombre d'entre vous qui connaissaient pas nécessairement le comité 21, ou dont moi je n'en avais pas entendu, ou je connaissais pas vos structures. Donc un mot sur le comité 21. On est donc un réseau d'acteurs engagés en faveur du développement durable. On est un peu des homologues d'Alter Bourgogne-Franche-Comté, sauf qu'on n'est pas une agence régionale de l'environnement, mais sur les missions, ça se ressemble beaucoup. Et donc, cette année, nous, on va travailler sur 4 thématiques. On va travailler sur la responsabilité des entreprises et des organisations, sur l'innovation territoriale et participative, sur la transition énergétique et sur l'économie circulaire. Et à chaque fois pour ces thématiques, on organise des ateliers débats où on fait une visite pour avoir le temps d'approfondir un retour d'expérience en plus. Et puis, on partage d'autres retours d'expérience. La plupart de ces ateliers débats sont réservés à nos adhérents dans le cadre donc d'une adhésion. Certains sont ouverts à tous. C'est le cas de la première atelier débat qu'on va faire sur les énergies participatives et citoyennes le 22 février prochain en Pays de Redon. Voilà, je l'apprends s'il y a nos interlocuteurs de Redon qui sont encore avec nous. Donc voilà, je me permettrai éventuellement de vous mettre un lien également vers cet événement. C'est peut-être pas des thématiques que vous traitez, mais voilà, c'est un événement qui est ouvert, donc il ne faut pas hésiter à diffuser aux personnes potentiellement intéressées. Merci à tous, merci pour vos messages, et donc on se voit le 8 février, et encore une fois, merci à nos intervenants. Merci. C'est bon, Au revoir. Au revoir. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Donc je vais couper. Attends, mais on pose l'enregistrement, c'est pas que tu fais.